difficulté, c'est l'histoire de Raymond DeVos qui disait un jour, un responsable de salle de spectacle va le voir en disant « Est-ce que je dois vous présenter ?» Il lui dit « Est-ce que je suis présentable ?» Et comment présenter, écouter nos défaites? Il y a tellement de questions qui se posent, on va se les poser, les partager. Il y a un temps de lecture aussi que vous avez prévu, je crois, mais il y a tellement de choses à lire que de toute façon, on n'a que l'embarras du choix, et puis un temps de débat entre nous. Il y a plusieurs niveaux de questions. Alors des questions très générales, c'est comment l'histoire s'écrit-elle et comment écrit-on l'histoire? Comment l'histoire s'écrit-elle? Elle s'écrit... Alors vous, homme de théâtre, d'abord, vous êtes sur effectivement une dramaturgie, mais ça c'est simple et évident. Le théâtre des conflits, comme on le dit, c'est un théâtre. Aujourd'hui, normalement, un théâtre, vous avez un metteur en scène, donc vous avez un réglage chronométré, les échanges, les actes, les acteurs, en opposition ou en complémentarité, puis en face, vous avez les spectateurs. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez les théâtres de guerre, vous ne connaissez plus vraiment les rôles qui sont endossés par les acteurs principaux, et ceux qui sont spectateurs du théâtre deviennent très souvent les victimes aussi, et entrent dans ce processus de destruction, puisqu'on est quand même dans une destruction. Est-ce que l'histoire est une destruction permanente, Laurent? Alors, c'est costaud, hein? Ouais, je sais. Bonjour non, mais à il tous. m'emploie pour ça, c'est pour embêter un peu. En plus, moi j'ai une difficulté, ça doit vous énerver parce qu'on doit vous le dire tout le temps, mais c'est que j'ai l'impression de parler à mon poste de radio là, en vous répondant. C'est gentil. Il faut que je fasse abstraction. Donc, je m'en vais. En fait, il faut que je vous regarde, ça casse le truc, c'est mieux. Quelle était la question? Non, oui, l'histoire. Je ne sais pas par quel bout prendre. Comment s'écrit-elle, selon vous? Alors, je pense qu'il y a mille manières de le faire. Je vais peut-être juste essayer de préciser la mienne. Paradoxalement, j'ai jamais abordé des sujets historiques, et pourtant ça m'est arrivé de travailler à partir de cette matière, dans Écouter nos défaites et dans certains romans précédents, comme Cri, le tout premier, qui est sur la guerre 14-18, ou comme dans Pour seul cortège, qui est sur Alexandre le Grand. Dans ces cas, même si évidemment le travail a d'abord consisté pour moi à me plonger dans l'histoire avec un grand H, dans cette histoire-là, de ces hommes-là, de cette période-là, pour autant, l'envie et le désir n'a jamais été d'écrire un roman historique. Et je dis ça sans aucun dégoût ou dédain pour le roman historique, mais c'est juste peut-être une manière de vous répondre, c'est que je pense qu'on peut s'approcher de l'histoire avec ce regard-là, celui du roman historique, et ça n'est pas le mien parce que moi, à chaque instant, je me dis, je me répète, et puis au fond, je sais, sans même me le dire, que je suis là pour écrire un roman. Il se trouve que le matériau utilisé est historique et que ça implique un certain nombre de choses, mais le mot roman est plus important pour moi, et si à un moment donné je me trouve devant le choix de tordre l'histoire, par exemple, parce que la fiction l'impose ou parce que la fiction m'en donne l'envie, je choisirai toujours de tordre l'histoire plutôt que de la respecter. Donc mon approche de l'histoire avec un grand H, elle est toujours plutôt sur le mode, en fait, du pilleur, enfin en tout cas du... Oui, je récolte des choses qui m'intéressent. Il n'y a jamais de souci d'exhaustivité et j'essaye de faire en sorte que très vite, ça puisse se sentir avec le lecteur. Parce que je n'ai pas du tout envie de duper le lecteur qui pourrait se dire « Tiens, je vais lire le dernier Godet, ça a l'air de parler de 14-18 ». C'est pour ça, par exemple, je prends l'exemple avec le livre sur Alexandre le Grand, qu'il était important pour moi que dans Pour seul cortège, il y a un cavalier sans tête qui revient des terres lointaines de l'Inde et qui vient annoncer une nouvelle à Alexandre. Il n'a pas de tête, il vient quand même, et il fait ce qu'il a à faire. Ce sont des petits signaux pour moi, pour bien préciser le pacte de lecture qu'il va y avoir avec le lecteur. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il est question d'Alexandre, j'essaye de ne pas faire trop de bêtises et d'erreurs, mais en même temps, à un moment donné, encore une fois, si on bascule dans la mythologie plus que dans l'histoire ou dans la fiction, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que ça répond un peu à un début? Oui. Après, c'est comment s'écrit l'histoire. En fait, tous les personnages, premiers ou secondaires, veulent entrer dans l'histoire. Donc on va prendre deux exemples. Il y a deux personnages, Assem Grayeb, qui est, c'est son nom ou son pseudonyme, engagé en émission de service secret français,
et Mariam, qui est une femme, donc archéologue irakienne. Alors vous avez deux représentations de l'humanité. Alors ça, c'est très simple. Je ne veux pas faire un cours de genre, parce que c'est malvenu en ce moment. Mais donc il y a un homme, une femme. Un homme qui, lui, veut entrer dans l'histoire et va être quasiment sur tous les fronts modernes des conflits afghans, libyens. Et puis une femme qui, elle, travaille sur la profondeur de l'humanité. C'est-à-dire on a quelqu'un qui essaie d'étendre son champ d'activité pour entrer dans l'histoire. Je retrouverai la citation d'ailleurs à un moment donné, pour être un acteur de l'histoire. Et Mariam qui, elle, essaie de sauver cette histoire dans la verticalité. Alors, je peux le dire, c'est que la morale quand même de cette histoire, concernant Mariam et Hassem, c'est que Mariam est malade intérieurement, elle est bouffée intérieurement par un mal. Et je me dis, tiens, elle qui veut sauver l'humanité, et en tout cas, ces superpositions, en tant qu'archéologue, superposition d'histoire de l'humanité, est bouffée de l'intérieur. Ouais, c'est une psychanalyse à 2 balles, je sais. Non, c'était important qu'il y ait dans le livre c'était important qu'il y ait un homme d'action pour cette période contemporaine, parce qu'on ne l'a pas dit, je précise juste, effectivement, le livre est organisé autour d'une période contemporaine qui est peut-être un peu centrale, dans la mesure où c'est par elle qu'on rentre dans le roman et c'est par elle qu'on en sort. Et puis il y a un récit qui est tressé avec des périodes historiques. Voilà, et on va et vient tout le temps entre ces 4 périodes, finalement, la contemporaine et 3 périodes historiques différentes. Dans cette période contemporaine, c'est vrai que je voulais un homme d'action, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu pendant des années, il est au moment où ça vacille un peu, mais on peut imaginer que pendant des années, il a eu cette espèce de certitude qu'il agissait sur le monde, qui faisait partie de l'histoire qui se fait. Alors évidemment à une échelle petite, mais voilà, être sur les terrains d'opération aujourd'hui, que ce soit en Libye ou en Afghanistan, c'est influer pour que l'histoire prenne un visage et pas un autre. Alors évidemment, il se trouve dans l'espèce de vertige de constater que après toutes ces années, il est bien incapable de dire si au fond il a vaincu ou pas. Il sait qu'il a enchaîné les missions pendant probablement 10 ou 15 ans. Certaines ont réussi, d'autres ont raté, mais même quand elles réussissent, juste derrière, on lui en donne une autre. Donc il y a la question de la guerre sans fin, de l'engagement sans fin, qui finit par en fait éroder complètement la notion même d'action. C'est-à-dire, si l'action est sans fin, alors quel sens a-t-elle ? Enfin, c'était un peu cette idée-là. Et c'est vrai que Mariam, comme elle est archéologue, elle est en connexion avec moi. Mais c'est vraiment parce que c'est des choses qui me touchent, moi. Je suis toujours, mais je ne pense pas être le seul, très, très ému, très sensible à ces moments où dans nos vies, on est en présence du passé. Et c'est souvent, je ne sais pas... La Méditerranée, pour ça, est quand même un espace absolument hallucinant et formidable, où, que ce soit devant un temple grec en Sicile ou devant, je sais pas moi, des mosaïques du musée du Bardo, ce qui se joue, à part l'émotion esthétique, c'est quand même aussi que tout d'un coup, il y a ce surgissement du passé. Le passé est présent, le passé est là. Un petit morceau, fragmenté, mais moi, ça me bouleverse. Et l'idée qu'on vit sur un empilement comme ça de strates historiques, est aussi quelque chose qui me tient assez à cœur, en fait. J'ai le sentiment, sans être mystique, mais que ça vibre forcément un peu différemment, quoi. Quand on est à... Je sais pas, j'ai eu la chance d'aller à Beyrouth, il me semble que c'est ce qu'on sent à Beyrouth, c'est que sur ces terres-là, depuis toujours, il s'est passé tant de choses qui se sont accumulées. En Sicile, c'est pareil, enfin partout, le bassin méditerranéen n'est fait que de cela. Et Beyrouth, excusez-moi Laurent, qui garde les stigmates de ces conflits. Oui. Comme conserver une trace. Oui, mais c'est toujours le dilemme pour les villes qui ont été frappées comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de la guerre ? Est-ce qu'on en garde une trace architecturale précise, ou est-ce qu'on reconstruit tout pour montrer qu'on s'est relevé, et que Beyrouth est, je crois, beaucoup dans ce dilemme-là. Mais au fond, toutes les villes frappées par la guerre l'ont connu. Qu'est-ce qu'on garde ? Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps, retourné à Berlin, où je n'étais pas allé depuis très longtemps. C'est passionnant, cette question. La question mémorielle autour du mur est quand même extrêmement intéressante. J'avais connu le mur de Berlin enfant, et c'est vrai que moi, je le ressens plutôt comme un effacement, là.
J'imagine bien que pour les Berlinois, c'est quand même aussi pas mal de ne pas avoir le mur en permanence. Mais c'est vrai que oui, la question mémorielle, elle est extrêmement importante. Et ça crée sans cesse une tension entre construire ou conserver, qui est un débat. Je ne sais pas quel passage vous aviez l'intention de lire, parce qu'à propos d'Hassem, cette relation qu'il a au monde presque sensuel, il voulait être dans l'histoire, pas être connu par elle, hein, il n'a pas cette ambition, mais la sentir, être dans des endroits du monde où elle se cherche, se convulse, hésite, prend des formes effrayantes, démesurées, sentir son souffle, voir comment elle modèle des pays, des formes des vies, crée des espaces singuliers. C'est toujours cela qu'il a voulu. Et souvent, il le sentait, ce souffle. Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a une certaine humilité vis-à-vis de l'histoire. Il n'est pas là pour dire je vais rentrer dans l'histoire. Il sait que c'est sa matière vivante, organique, c'est avec ça qu'il travaille. Et j'ai eu envie de lui faire dire de dire ces mots sur lui, parce que là aussi c'est quelque chose que j'ai ressenti à ma manière à moi. Je ne travaille pas pour les services, bien malheureusement. J'adorerais en tant que romancier, mais c'est risqué. Hein. Oui, c'est risqué. Non, comme il le fait lui, c'est trop risqué. Mais non, mais c'est vrai que les pages qui concernent Hassem ont été inspirées beaucoup par des voyages faits dans des zones, alors pas de guerre et de combat, mais des zones de brutalité ou de conflit, en tout cas, quand même. Et notamment ce voyage au Kurdistan irakien que j'ai fait il y a 2 ans, au sud de Mossoul et au nord d'Erbil, entre les deux. Et c'est vrai que dans les camps de réfugiés syriens que j'ai arpentés là-bas, moi j'ai senti ça de la part notamment des humanitaires qui sont sur place. Et je le dis avec beaucoup de respect, mais l'ivresse de l'action. Je pense qu'effectivement, le soir, quand ils rentrent à l'hôtel ou dans l'appartement qu'ils occupent, il y a un vrai sentiment à la fois de plénitude, probablement de fatigue totale, mais de plénitude parce qu'on a agi et on peut faire le compte de ce qu'on a fait dans la journée. Ce sentiment-là, certainement un peu enivrant de l'action, je pense, prend beaucoup de place. Et parfois, certainement, au détriment des mots. Et c'est cette tension-là aussi qui agite Hassem. Il a pas cessé d'agir, alors à sa manière à lui, qui n'est pas celle des humanitaires, loin de là. Et tout d'un coup, il se rend compte que 15 ans plus tard, ce qu'il a perdu dans cette action permanente, c'est les mots. Et que pourtant, il aimait beaucoup parce que c'est ce qu'il raconte lui-même. Il avait été formé par son oncle, qui était un amoureux de la poésie. Et donc, il y a ce sentiment que quelque chose s'est perdu dans la course du monde et l'action. Une autre chose qui m'a frappé, qui m'interpelle, comme on dit, parce que je me mets souvent en colère, en particulier sur les réseaux sociaux. Je continue à utiliser les réseaux sociaux bêtement, mais je suis un mouton comme les autres. Nous sommes les premiers à critiquer aujourd'hui la diffusion d'images insoutenables dans les médias. Et dès que nous avons le pouvoir de faire transiter une information, nous faisons exactement la même chose. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des décapitations, vous voyez des choses horribles. Et il y a ce mot de Mahmoud Darwish qui est un petit peu le conducteur du livre. Ne laissez pas le monde vous voler les mots. Et je me dis qu'aujourd'hui, notre seule façon d'appréhender la réalité du monde, à partir de l'histoire, et de l'histoire moderne aussi, c'est justement l'écriture. Et aujourd'hui, l'image vole les mots, nous plonge dans une incompréhension complète, une indignation. On parlera d'Haïlé Sélassié qui va à la Société des Nations, qui met fin à la Société des Nations lorsqu'il explique que Mussolini est en train de torpiller l'Éthiopie et qu'aucun pays ne va bouger de la Société des Nations. On a le cas syrien parfait. Et je suis très frappé par ce poids de plus en plus important des images, de l'absence de mémoire et de la disparition des mots. Oui, moi, c'est quelque chose que je partage tout à fait votre regard sur ça. C'est quelque chose qui me frappe énormément parce que, comme vous le dites, et je m'inclus complètement dans ce mouvement-là, qui est un mouvement qui nous dépasse, sociétal, d'époque, les images prennent toute la place. Dans l'année écoulée, à Paris, à Bruxelles, en Europe en général et en France, on l'a ressenti très, très concrètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat, qui d'entre nous n'est pas resté beaucoup plus que ce qui aurait été raisonnable devant une chaîne d'information en continu.
Bravo. Mais sinon, non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de chose un peu comme si on en attendait quelque chose qu'au fond, elle ne peut pas donner. C'est-à-dire que les chaînes de télé en question vont répéter à satiété les mêmes images. Il y a des mots, mais qui sont des mots qui vont au même rythme que la course du monde, qui sont des mots et puis qui sont toujours les mêmes. Et c'est vrai que moi, dans ces moments-là, j'ai beaucoup pensé aux poètes. Et c'est vrai que dans l'époque où on vit, qui est une époque rude, peut-être à nouveau, je le crois, tendue, compliquée, mais aussi, pardon de le dire, passionnante. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va y avoir des choix à faire et que voilà. Moi, ça me manque de ne pas avoir la voix de... Je sais pas, la voix de Genet ou la voix de Pasolini sur notre époque. Je suis sûr que Pasolini, par exemple, pour prendre cet exemple-là, nous prendrait complètement à rebrousse-poil, nous surprendrait par ce qu'il choisirait de dire sur ce qu'on est en train de traverser. Et ça ne serait pas les mots qu'on entend de manière commune aux infos ou même dans les journaux. C'est-à-dire que la voix des poètes, mais ça renvoie aussi à la position de la poésie. C'est-à-dire que depuis quelque temps aussi, elle s'est retirée du champ politique. Ce qui est très dommage, je trouve. C'est-à-dire que moi j'ai envie d'une poésie qui me raconte ce qu'on est en train de vivre là. Donc c'est pour ça que... Alors je dois juste à la vérité de dire que cette petite scène où Hassem rencontre Mahmoud Darwish dans un hôtel parisien, je me suis un petit peu documenté et je crois savoir que c'est bien le bon hôtel où il avait l'habitude de descendre. Mais par contre, j'ai inventé la scène, puisque Hassem est un personnage qui n'existe pas, et donc ils se parlent, et donc j'ai inventé les dialogues. Donc ne laissez pas les mots « vous volez le monde » n'est pas une citation de Mahmoud Darwish. Ah zut. Voilà. Il y en a d'autres dans le livre qui sont exacts, puisqu'ils sont extraits de ses poèmes, qui sont très beaux, mais pas ce petit dialogue-là. Voilà. Alors l'écriture de l'histoire, on a compris que évidemment vous ne cherchez pas à entrer dans la rigueur des faits historiques. En revanche, on a bien compris, parce que ça vous y avez répondu avant même que je vous pose la question, vous avez quand même le besoin de connaître la géographie, d'aller sur le terrain. Alors oui et non, il y a des tas d'endroits du livre que je ne connais pas. Je n'ai jamais été en Éthiopie malheureusement, donc Addis Abeba je ne connais pas. Après c'est vrai que les États-Unis aussi, hein. Un des personnages historiques dont je parlais tout à l'heure est le général Grant. J'ai été aux États-Unis, mais j'ai pas fait les voyages de la guerre de sécession. Je connais pas les sites précis de toute cette guerre-là. Donc, il en est de la fréquentation des lieux, un peu comme de la documentation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, j'utilise des endroits que j'ai pu connaître et les souvenirs qui m'en restent. Et puis parfois, c'est du travail à la table. Moi, ça me pose pas de problème a priori. Après, on peut se tromper, faire des erreurs, rater son coup. Mais il m'est arrivé, avant Écouter nos défaites, d'écrire... j'ai écrit par exemple un livre qui s'appelle Ouragan, qui est sur l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Le fait de ne pas connaître la Nouvelle-Orléans n'a pas été pour moi un impératif catégorique qui me dit tu peux pas prétendre à écrire un livre là-dessus si tu n'y as pas été. Je crois beaucoup au pouvoir de la fiction... qui par empathie, alors c'est un travail et encore une fois c'est pas toujours réussi, hein, je ne me dis pas ça du tout, mais il y a possibilité d'aller en empathie avec un sujet qui nous est a priori extérieur. Mais dès le début, c'est-à-dire que sinon un écrivain homme ne pourrait pas écrire de personnages féminins. Enfin, là on parle de l'histoire, mais au fond c'est pareil avec le sexe des personnages, avec l'âge des personnages. Moi, je ne serais jamais une vieille dame. Bon, il m'est arrivé d'écrire des monologues de vieilles dames dans mes pièces de théâtre. Et heureusement, et c'est d'ailleurs un des grands plaisirs de l'écriture. Le temps, la géographie, donc l'histoire, l'écriture, on commence à en parler. Est-ce que vous êtes musicien ? Alors, non, mélomane, pas du tout. Ouais. Musicien comme tout le monde, mais... Je veux dire pourquoi ? Parce que pas un musicien, mais... dans Écouter nos défaites, il y a une rythmique très particulière qui va s'accélérer. Qui va de plus en plus vite. Hein. On est sur différentes phases historiques. On va vous donner quelques exemples. Enfin, c'est très simple. Hein. On a 3 couches pour faire à nouveau de l'archéologie, 3 couches historiques. On a une guerre d'empire, Carthage-Rome. On a une guerre civile, guerre de sécession. Et puis on a une guerre coloniale, l'Italie et l'Éthiopie. Alors on a des panneaux comme ça qui interviennent, qui s'interposent entre le cheminement, les missions que suit Hassem, la présence de Mariam aussi, hein, qui est importante dans en tant que spectatrice de
de cette déflagration qui est raser la mémoire. Hein, ce qu'on a, évidemment, ça continue avec Daesh, entre autres. Et puis, au fur et à mesure, les plans s'intercalent de plus en plus vite. Oui, c'est vrai que vous posez la question de la musique. Moi, j'y répondrai avec le mot du rythme. Ça m'intéresse beaucoup. La question du rythme, elle est essentielle parce que pour moi, elle est aussi en connexion avec une autre question qui est mon territoire d'exploration depuis le début, qui est la question de l'oralité. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'effectivement, on parle d'écrit, mais j'ai toujours eu envie et à cœur d'essayer de mettre dans les textes, que ce soit pour le théâtre, et d'ailleurs le fait de commencer par le théâtre est aussi peut-être est totalement lié à cette connexion avec l'oralité. C'est vrai que j'ai toujours eu à cœur d'essayer de trouver dans les textes de manière écrite l'énergie qui normalement appartient à l'oralité, cette espèce d'adresse, de force et de vie qu'il y a. L'accélération. Et l'accélération, alors c'est vrai que c'est un... On entre dans une folie. Hein. De toute façon, le monde est fou. C'est l'histoire de la folie humaine. Hein. Oui, c'est aussi l'envie de montrer que, si vous voulez, au bout d'un moment, au début, j'avais à cœur que les différentes séquences soient bien délimitées, bien précises, pour que le lecteur ne se perde pas, pour contextualiser aussi un petit peu tout ça, parce que y a beaucoup de matériaux, il faut qu'à chaque fois on se dise, ah oui, alors là, c'est la guerre de sécession, on en est où? Après, on passe... Au bout d'un moment, au fur et à mesure que le livre avance, ça m'intéresse de moins en moins. C'est-à-dire que c'est bon, on a compris, il y a la guerre de sécession, il y a Hannibal et ses éléphants. Et au fond, si le lecteur, en avançant, perd le détail historique pour être uniquement en contact avec cette espèce de champ qui avance, ou de cette, je sais pas comment dire, de cette course, ça me va très bien. Et c'est peut-être en accélérant qu'on perd un peu le détail historique. C'est cette accélération qui peut-être peut créer le mélange, le tournis, le fait qu'au fond, changer d'époque, c'est pas grave, on parle de la même chose. On exécute à tour de bras, et puis, de toute voilà. façon. Donc, et puis ça saigne saigne pareil. Hein. Voilà. Ah bah oui. Et c'est là où c'est quand même très frappant, je me suis interrogé, mais on s'interroge, pour en revenir aux images d'actualité, c'est la puissance de frappe de la folie humaine. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, c'est aller jusqu'au bout. C'est faire table rase, mais c'est aller jusqu'au bout. Finalement, le vainqueur, c'est qui, au juste, dans l'histoire ? Très bonne question. Je ne sais pas. Ce qui serait une figure pleine et totale de vainqueur, une victoire absolue, je ne suis pas sûr qu'il y en ait réellement, sauf, je le mets un peu dans le roman, sauf peut-être, il y a une question qui me semble être moins dans les zones grises, c'est la libération des peuples. Parce que là, finalement, c'est peut-être ce qui est un tout petit peu plus simple que le reste. Donc les guerres d'indépendance, les guerres d'émancipation, là oui, on peut dire, à partir du moment où le peuple parvient à se libérer, alors la victoire est totale, même si le prix a été terrifiant, et il l'est toujours. Pour toutes les autres guerres, et c'est-à-dire pour l'immense grande majorité des guerres, qui sont des guerres de rivalité, le curseur de la victoire et de la défaite, il est compliqué. On le sait en se penchant un peu sur l'histoire. Il y a des victoires qui paraissent absolument définitives, mais qui portent en elles le germe de la prochaine guerre, confère 14-18, Versailles et tout ça. Donc effectivement, je pense que sur le moment, les gens se sont dit on les a bien battus et c'est nous qui avons gagné. Et simplement, nous, on sait avec le recul que 30 ans plus tard, voilà, il y avait comme une sorte de continuum qui menait à la guerre qui a suivi. Ça nous invite à reconsidérer fortement cette idée de victoire initiale. Toutes les guerres civiles sont aussi à mettre, à prendre avec beaucoup de pincettes quant à la notion de victoire. Et la guerre de sécession en est une. Qu'est-ce que c'est qu'une victoire quand ceux qu'on étripe sont ceux avec qui on vivait 2 ans avant et ceux avec qui on va vivre dès que ça sera terminé? C'est quand même une notion pour le moins étrange, la victoire. Et ce jusqu'au boutisme, c'est pas à nouveau une obsession de ma part, mais j'ai le sac d'Atlanta. On change Atlanta, d'ailleurs ça commence par la même lettre, on met Alep et on a le résultat. Hein. Faire tomber une ville, les choses laides, c'est comme un étranglement à main nue. Cela prend du temps, mais il n'y a plus d'incertitude, car l'étranglé a beau s'agiter, il ne peut plus se sauver. On voit la bouche de son ennemi s'agrandir, chercher de l'air. On voit ses yeux s'écarquiller, on sent la vie musculaire, nerveuse, qui se débat, qui veut s'échapper, se soustraire à la pression. Il sait faire cela, c'est Sherman. Alors il étrangle Atlanta, pilonne les bâtiments et les rues, coupe les axes de ravitaillement, jusqu'à ce que Atlanta finisse par tomber. Enfin, un grand calme résonne en lui.
Oui, mais je pense que la question du jusqu'au boutisme, et vous avez tout à fait raison de la poser, elle peut être... évidemment, on s'interroge, pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au bout, au-delà de toute mesure, au-delà de tout bon sens? Qu'est-ce que c'est que cette hubris-là qui fait que... on dépasse l'humain, on sort du cadre de l'humanité d'ailleurs parfois. Je pense que c'est peut-être pas totalement, mais lié quand même en partie à la question du sens. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est que si on va jusqu'au bout qu'on pourra tenter, bon gré mal gré, de compenser la boucherie, l'horreur par la finalité en disant oui, mais vous voyez, bon, bien sûr, ça a été horrible, mais enfin, au moins, on arrive à ça. Si on cale en plein parcours et on dit non, bah, finalement, c'est trop horrible, arrêtons là, alors la question qui saute immédiatement au visage, c'est mais enfin, à quoi bon? Tous ceux qui sont morts pour rien. Alors peut-être que la sagesse serait de s'arrêter à un moment donné, mais sauf qu'il faudrait assumer la question de l'absurdité beaucoup plus tôt. Et c'est comme si au bout d'un moment, la finalité permettait d'escamoter la question de la finalité, la question de l'absurdité, en disant ça n'est pas absurde d'avoir tué tous ces gens-là puisque nous arrivons à notre but. Bon, je dis ça, c'est pas non plus très simple, tout dépend du but, mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les guerres sont si difficiles à terminer. Celle-là, plus une autre chose à laquelle moi personnellement je crois beaucoup et qui nous vient directement de l'Antiquité grecque, ce que nous dit en permanence aussi bien le mythe de la guerre de Troie, enfin l'histoire de la guerre de Troie et aussi l'Orestie, c'est que toutes les guerres commencent pour une raison, X ou Y. Ça peut être une femme, ça peut être des puits de pétrole, ça peut être l'argent, le pouvoir. Il y a toujours une raison initiale. Mais dès le lendemain du premier jour de combat, il y a une autre raison qui se greffe, qui est la vengeance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des morts, le deuxième jour, on y retourne sur ce champ de bataille, mais aussi pour venger ceux qui sont tombés la veille. Et le troisième jour, il y en a de plus en plus des morts. Et donc, au bout d'un moment, le cycle de la vengeance prend le pas sur le cycle de la raison initiale. Et ça, je crois que c'est quand même aussi une construction absolument permanente de tous les conflits. Comment est-ce que l'énergie terrible de la vengeance vient totalement s'engouffrer dans la guerre, faire qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, on oublie quasiment totalement la raison initiale pour simplement être dans ça sera eux ou nous et donc ce sera nous. C'est un pessimisme complet. D'ailleurs, j'ai lu une interview de vous, vous disiez j'ai horreur du pardon. Oui, j'aime pas beaucoup le pardon, oui. Non, mais s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Vous êtes dur avec moi. Non, alors, sur le pardon, c'est juste... Je retire la question. Non, mais vous avez raison. Est-ce qu'il y a une paix sans pardon? Je ne sais pas. Mon énervement sur le pardon tient juste au fait que je trouve qu'on vit dans une société, une période, je ne sais pas, où le pardon est brandi très vite et souvent trop vite. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le pardon comme ça, mais je veux respecter les différentes étapes qui mènent au pardon. S'il y a des explications auparavant, au préalable, le pardon peut se comprendre. Oui, mais pour qu'il y ait pardon, il faut que le pardon soit demandé déjà. On a l'impression que souvent, on brandit le pardon avant même que celui qui a fauté ou ne le demande. Donc, et puis quand quelqu'un vous demande le pardon, vous pouvez aussi décider de le refuser. C'est pas parce qu'on le demande qu'il doit être donné automatiquement. Tous ces petits moments-là, qui sont des moments où on soupèse ce qu'on a envie de faire, je les trouve précieux. Et je n'ai rien contre le pardon, j'ai quelque chose contre l'automatisme du pardon. Comme si dès qu'on brandissait ce mot-là, il fallait tout de suite l'accorder, avec le fantasme fou que ça va apaiser et annuler tout. Ce qui est faux. Je pense que pour que le pardon ait un sens, il faut lui avoir donné le temps d'être demandé et donné. Et ça peut prendre des dizaines d'années, ça peut prendre des siècles, et ça peut aussi ne jamais se donner, après tout, pourquoi pas. Alors, la question que vous posez derrière, je n'ai pas de réponse. Est-ce que, s'il n'y a pas de pardon, est-ce qu'il peut y avoir une paix quand même? Il peut certainement y avoir la paix du plus fort. La Pax Romana, c'est ça aussi. Hein. C'est à un moment donné, la paix par la force, ça existe. Voilà.
je n'en fais pas la promotion, mais je veux dire, d'épais, il y en a beaucoup. J'ai encore 20 000 questions, mais je crois que vous avez choisi c'est comme vous voulez. De lire. Si, je suis très curieux. Moi, j'adore Moi, je vais vous lire le début. J'adore les auteurs qui lisent. Je ne suis pas obligé de tout lire. J'ai quand même une dernière petite question pour l'instant, puis après, vous pourrez poser des questions à Laurent Godet. Le titre, c'est une exhortation, c'est écouter. Écouter, c'est un impératif. Écouter nos défaites, c'est écouter nos souffrances. Oui, c'est d'un point de vue de la conjugaison, c'est un impératif, comme vous dites, mais j'aimerais que ça n'en soit pas un d'un point de vue du ton de ce titre. C'est une invitation. J'avais envie d'un titre qui soit une invitation à l'écoute du récit de nos défaites. Et puis je trouve que dans cet impératif, je reviens là au mode impératif, je ne sais pas s'il faut que j'explique tout ce que j'ai voulu mettre dans le titre, mais c'est vrai que j'aimais bien le côté épique. Je trouve que dans ce écouter, il y a quelque chose qui annonce l'épopée. Et ça, moi, c'est mes territoires d'écriture. J'aime bien ça prête des cœurs, donc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a parlé de cette alternance. Finalement, on n'est pas loin d'une certaine forme de choralité. Et moi, c'est vrai que c'est des choses qui me traversent aussi dans l'écriture théâtrale. La question du groupe qui se met à parler d'une seule et même voix, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant et d'au fond de très beau, d'assez rare. Quand est-ce que un groupe de personnes devient un chœur ? Dans la vie concrète de tous les jours, c'est pas fréquent, même dans une bonne vieille manifestation. Et dans la littérature, ça fait des choses, je trouve, très belles. Les chœurs antiques, cette espèce de voix plurielle qui dit la même chose, qui accepte de partager une même... parce qu'elle partage probablement une même destinée ou un même sort, parle d'une seule voix. Ouais. En vous écoutant, j'ai l'esprit absolument tordu. Choralité, je pensais aux choralités aussi. Parce que quand on regarde le bain de sang des 45 000 Romains détruits par Hannibal avec un acharnement que j'ai rarement lu, d'ailleurs je ne sais pas comment vous faites pour écrire ça, parce que c'est fait au scalpel. Merci. Ouais. Je croyais que vous alliez dire les choralités, ça commence quand même sur une scène d'amour dans un hôtel à Zurich. Ah oui, moi je oui, croyais aussi. Que vous alliez parler de ça. Ah, oui, j'ai essayé de mettre un peu de bravo. sensualité dans tout ça. Oui, bien. Ah oui, voilà, esprit perverti par la. Non, c'est le mien. L'histoire. Non, mais ceci dit, c'était important que le livre commence par cette nuit de plaisir, en fait, de plaisir des corps, plaisir charnel, d'abord parce que je trouve que c'était une chose importante dans la vie, et puis aussi parce que ça commence par deux personnages qui ne se connaissent pas, qui vont partager ce moment-là, et qui se... En fait, ça va paraître un peu niais ce que je dis, mais qui se donnent un peu d'attention le temps de cette nuit. Et je dis attention, mais j'aurais pu dire bienveillance, j'aurais pu dire douceur. Alors après, chacun des deux va retourner dans le tumulte du monde, et vous l'avez dit, il y a des batailles, il y a du sang, il y en a beaucoup dans le livre, mais ça commence par cette chose un peu volée au bruit justement du monde, et qui est un peu d'attention. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi dans cette période difficile, c'est qu'au fond, c'était pas si mal. Oui. Prendre soin des autres. Si vous me parlez de solidarité, là c'est bon. Hein, bah oui, on revient à France Inter. Vous voyez un peu la boucle. Maître, je vous laisse choisir. Oui. Alors attendez, parce que vu mon grand âge, il faut que je prenne mes lunettes. Ah bah oui, bah, le mien aussi. Hein. Ça, les cheveux blancs. Un peu le club des vieux. Non, je blague. Ben, je vais vous lire le début. C'est ce personnage dont on a parlé, Assem, qui commence le livre. Et voilà ce qu'il dit. Tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive. Des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous, qui nous échappe, mais nous transforme. Tout ce qui bouge là avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi presque, parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui finissent par vous charger, comme on le dirait d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse,
cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course-poursuite dans la médina de Tanger, visage de Chavine, la combattante kurde aux lourdes tresses noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et ceux protégés. Je ne peux pas, moi. Sagesse de quoi? Cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant. Il ne me pèse pas non plus, non, c'est autre chose. Il m'aspire. Je sens de plus en plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays intérieur. La foule en colère, sur la route, entre Misrata et Sirte, la peur que j'essaie de contrôler mais qui monte en moi, le café blanc de Beyrouth, le bruit si particulier des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi au milieu d'une armée rebelle en débâcle, ces instants si nombreux où j'ai cru être perdu, l'ivresse ensuite, pour moi seul, d'être encore en vie, et personne pour le savoir, pour partager ce bonheur, tout cela, et les avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bombarder des positions que je viens de leur transmettre, la chaleur, les moments étranges de transit dans les aéroports entre deux zones de guerre, où je déambule dans les duty-free sans pouvoir rien acheter, comme si cet univers-là, celui des cartouches de cigarettes sans taxe, des bouteilles de whisky en pyramide, n'était plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois, au milieu de la nuit, une image. Les gamins qui jouent à faire éclater les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur d'une soirée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à Bamako. Tout cela m'invite, comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible à explorer, à comprendre, celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui, tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue-Platz. Il y a en moi quelque chose de différent que je ne sais pas nommer, qui s'agrandit et m'aspire. Je sais que cela ne se voit pas encore. Je sais que dans quelques heures, face à Auguste, je serai celui que j'ai toujours été, Hassem Grayeb. Je porterai à nouveau ce nom qui n'est pas le mien, mais auquel je me suis fait, Hassem Grayeb, agent dans les services depuis plus de 10 ans. Hassem Grayeb, que les jeunes recrues, lorsqu'il m'arrive d'en croiser, boulevard Mortier, à Paris, lors d'une cérémonie officielle, regardent avec déférence parce que, sans savoir exactement ce que j'ai fait, ils connaissent la liste des terrains d'opération où l'on m'a envoyé, Afghanistan, Sahel, Libye, Irak, et cela suffit à les impressionner. Hassem Grayeb, qu'ils appellent entre eux un chasseur, et ils ont raison. J'ai mené tant d'opérations durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur, tueur de la République qui traque sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai celui-là encore, parce qu'à leurs yeux, Hassem Grayeb vit toujours, identique à lui-même, mais je sais, moi, que quelque chose grandit qui me change et s'ouvrira peut-être un jour comme une immense gueule intérieure. Et qui sait alors ce que je ferai ? Moi, je dis ça, mais vous devriez faire de la radio. Du piston, non. Il faut que je demande la directrice punk, on verra. On n'a plus beaucoup de temps, mais si vous voulez échanger un petit peu avec Laurent, vous êtes les bienvenus. Je regarde mon régisseur, chef d'orchestre. Oui, il nous autorise. Oui, bonjour. Je trouve que vous avez fait quelque chose d'assez remarquable. C'est que vous avez réussi à parler donc de ce roman sans évoquer un personnage qui me semble absolument sidérant, qui est Job, et qui joue un rôle absolument fondamental pour moi dans le livre. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Mais vous avez tout à fait raison, et c'est un truc très bizarre, c'est que depuis que le livre est sorti et que donc je suis amené à en parler, je ne parle jamais de Job. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, personne ne me pose de questions sur Job, et puis moi-même, quand je parle du livre, étrangement, Job disparaît. Alors, juste peut-être très brièvement pour les gens qui n'ont pas lu le livre, Hassem, après cette nuit d'amour avec Mariam, retourne à sa vie, et on le charge d'une nouvelle mission qui est d'aller à Beyrouth pour essayer de flairer un petit peu, d'évaluer un peu un ancien soldat des commandos américains qui s'appelait Sullivan Sicko et qui a dévissé, en fait, qui a disparu. Et que les Américains viennent de retrouver à Beyrouth, au milieu d'un espèce de
petit groupe d'hommes un peu étranges, trafiquants, vaguement politiques. On ne sait pas très bien ce qu'ils font, ce qu'ils ont l'intention de faire. Ça inquiète beaucoup les Américains. Ils n'ont pas envie d'y aller eux-mêmes, donc on envoie Hassem. Hassem, il n'a pas l'habitude de ce genre de mission parce que ce qui lui est demandé là, c'est justement de discuter avec celui qui se fait appeler Job parce qu'il a quitté son nom d'origine, et de voir s'il faut ensuite l'éliminer ou s'il est récupérable. C'est quelque chose qui, d'emblée, pour moi, l'emmène dans des terres d'inconfort parce que ça n'est pas une mission habituelle. Il sait que ça va nécessiter de parler avec cet homme-là, tout en ayant en tête que, selon les réponses qu'il obtiendra, il faudra décider s'il doit mourir ou pas. Et effectivement, vous avez raison, les moments de rencontre, il y en a... Je vais dire qu'il y en a 3 dans le livre pour ne pas gâcher le mystère pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a 3 moments dans 3 villes différentes où Job et Hassem se rencontrent. Ce sont des moments de conversation où effectivement, parce que ce personnage de Job est fou, en fait, un petit peu, c'est affranchi d'un certain nombre de choses. Je pense, en tout cas c'est ce que j'avais envie d'y mettre, il a une parole qui est subversive au fond, c'est-à-dire qu'il pose des questions que Hassem était peut-être sur le point de se poser, mais n'avait pas encore eu le temps de se les formuler. Alors que Job est allé un tout petit peu plus loin, il est de l'autre côté du miroir, dans un endroit qui est celui de la folie probablement, mais en même temps encore suffisamment prêt pour pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un et poser les bonnes questions. La question de l'obéissance, la question du sens de ces vies de missions qui se succèdent mais qui n'atteignent jamais de victoire pleine et totale. Toutes ces questions-là sont posées par Job à Hassem. Et puis il y a une autre raison plus littéraire, c'est que, je le dis très directement, c'est un personnage inspiré à fond de ce cher Conrad et du merveilleux livre Au cœur des ténèbres. C'est-à-dire que Job a effectivement, peut-être en petit, mais quelque chose de... Kurtz, vous savez, le personnage qui, dans l'adaptation cinématographique de Apocalypse Now, est joué par Marlon Brando. C'est le même rapport de qu'est-ce que c'est que de se trouver face à quelqu'un qui est à la fois son semblable et en même temps qui est allé un tout petit peu trop loin, ce qui fait qu'il est subversif, en fait. Allez, encore une petite question pour la route. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait prendre, écouter dans le sens d'un impératif, il faut écouter. Mais maintenant, je voudrais savoir dans quel but. Vous avez une demi-heure, là? Oh, j'ai tout mon temps. Dans quel but? Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est pourtant, effectivement, la question de la défaite. Je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'allais faire un précis d'histoire militaire. Le matériau principal qui est charrié dans le livre est d'ordre militaire, on en a parlé, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était cette notion de défaite. Parce que je pense qu'on a tous rendez-vous avec la défaite. Là, je vais vous tuer l'ambiance, je ne sais pas qui passe après, mais ça va être très dur. C'est Jacques de Saint-Victor, mais je vois qu'on a encore en fait un quart d'heure, donc on peut continuer à discuter. Alors la défaite, non, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup cette question de la défaite. Alors ça tient sûrement, voilà, ce livre-là, il est possible aujourd'hui pour moi parce que j'ai dépassé 40 ans et que je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'après 40 ans, la vie est atroce, mais la question de la défaite se pose peut-être plus qu'à 20 ou qu'à 30 ans et l'envie, d'où l'invitation dans le titre, écouter nos défaites, c'est aussi, voilà. C'est pas inutile de la regarder en face, cette défaite. Alors il faut peut-être que je précise juste ce que je mets dans ce mot-là. Je voulais parler de la défaite parce que je trouve qu'on entend énormément parler de la notion d'échec. Échec, réussite, ça c'est un binôme qui fait fleuresse dans notre époque. Il faut réussir, ceux qui sont dans l'échec, on en entend énormément parler. Moi je préfère le mot de défaite qui ne se superpose pas tout à fait pour moi à celui d'échec, dans la mesure justement où la défaite concerne tout le monde. Je le prends, alors c'est très subjectif, mais comme un moment qui fait partie de l'arc de la vie. Il y aurait un moment de la jeunesse, il y a un moment de la construction, il y a un moment peut-être qu'on pourrait appeler celui de la fortification de nos vies. Et puis, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, il y a un moment de la défaite, qui n'est pas forcément sinistre, qui est à vivre comme tout le reste, mais tout simplement parce qu'on sait que
Il y a un moment où il va falloir peut-être faire plus avec l'idée de perte qu'auparavant. On va perdre des gens qu'on aimait, qui sont plus âgés. On va devoir se poser la question peut-être d'une certaine mise à nu de soi-même, un certain dépouillement, une certaine fatigue aussi qui naît et avec laquelle il va falloir vivre et faire. Donc écouter nos défaites, c'est ça aussi. C'est peut-être un vœu pieux de se rapprocher d'un certain stoïcisme, de dire il n'est pas inutile de le regarder, ça, nos défaites à nous, les considérer, les faire tourner devant nous, pas pour juste se dire mon Dieu, ce qu'il reste à vivre est absolument atroce, mais pour se dire, et c'est ce qu'essaie de faire Assem et Mariam, qui ont tous les deux à voir avec la défaite. Mariam par la maladie dont vous avez parlé, Philippe, mais aussi par le fait que, voilà, dans sa vie professionnelle, elle voit Daesh arriver et détruire tout ce qu'elle a patiemment essayé de reconstruire. C'est des personnages qui ont à voir avec la défaite, qui sont au moment où ça vacille un petit peu dans leur existence, et où ils sentent que vivre pleinement ce deuxième temps de la vie, le vivre librement, va probablement nécessiter de leur part de quitter au moins en partie ce qu'ils étaient auparavant. Je ne sais pas si je suis très clair, mais moi je crois assez à ça, c'est qu'il y a un moment donné où mes personnages sont souvent... je les saisis souvent à un moment de leur vie où ils se quittent à eux-mêmes. Ils cessent d'être ce qu'ils étaient. Et dans le cas de ce nouveau roman, c'est en lien avec cette idée de défaite. Puisque c'est la défaite qui arrive, alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est décider de comment on va la vivre. Et encore une fois, je trouve que dans le stoïcisme, il y a ça, cette idée que... oui, il faut regarder ça en face. C'est pas extrêmement réjouissant, mais c'est pas non plus sinistre. Si ça amène une sorte de force dans la décision de nos vies, la vivre comme on veut la vivre. My way, comme dit la chanson. Moi, j'aime bien cette idée-là. Il y a les défaites des nations aussi, et des États. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ce moment où Négus, avec son petit mètre 50, va plaider sa cause, en tout cas faire un état des lieux et expliquer et cracher aux membres de la SDN leur hypocrisie, c'est pathétique. Il est là risé, mais il explique, je ne viens pas faire l'aumône, je ne viens pas faire la charité, là. Je vous demande d'être face à vos responsabilités. C'est pathétique, cette page-là. C'est vraiment... on parlait de musique, alors là, le concert est terminé. Hein. Effectivement, ça part dans tous les sens, et il n'y a pas de cohésion internationale, comme aujourd'hui, il n'y en a pas d'ailleurs. Et ce qui est très beau dans ce moment-là, c'est que ce que dit le Négus aux nations réunies qu'il a sous les yeux dans l'hémicycle de la SDN, c'est vous croyez avoir devant vous un vaincu qui vient faire l'aumône. En fait, je suis là pour vous dire que vous êtes mort. En tant que société des nations, vous êtes mort. Et c'est ce qu'il leur dit. C'est un moment, je trouve, historique absolument d'une très grande force. Le discours de Haïlé Sélassié, moi, je le trouve très puissant et il résonne, vous avez raison, très fort aujourd'hui, parce qu'il pose la question de la solidarité internationale, il pose la question des petits États face aux grands, toutes ces questions qui dessinent encore aujourd'hui et combien la géopolitique. Et ce qui est beau et ce qui fait le lien peut-être avec la question précédente, moi, c'est ce pourquoi ce personnage est dans le livre, c'est qu'il est très paradoxal. Je le trouve magnifique dans la défaite. C'est-à-dire, Haïlé Sélassié à Genève, à la Société des Nations, est d'une beauté, d'une force, d'une subversion que je trouve magnifique. Haïlé Sélassié dans la victoire, quelques années plus tard, quand il retourne en Éthiopie et qu'il règne à nouveau, un personnage assez laid et assez médiocre qui redevient assez médiocre avec ses 27 Rolls dans un pays qui meurt de famine. Donc c'est étrange de voir aussi que ce drôle de couple défaite et victoire offre une infinie variation. On peut être beau dans la défaite et laid dans la victoire et certainement inversement aussi, mais c'était aussi une manière de décliner le thème. Et puis sans raconter tout, il y a tellement de choses à dire, mais il y a quand même un espoir, c'est une relique. Alors selon Job, parce qu'on n'a pas parlé, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord, là c'est une relique, mais ça c'est la version un peu folle et caricaturale, enfin extrême, Mariam transmet à Assem une relique, qui est une mémoire de l'histoire, même si c'est une toute petite mémoire, qui prend une valeur qui est un peu la petite lumière qui nous donne encore une chance de nous rattraper.
Oui, moi je crois à ça. J'avais envie que le livre se termine sur cette note, alors j'ose pas dire de happy end, parce qu'il n'en est pas question vu la nature du livre, mais qu'il y ait dans tout le dernier mouvement du roman quelque chose qui va vers une forme d'apaisement. Et ça passe par ce geste, effectivement. Mariam a offert lors de la toute première nuit d'amour à Hassem un objet archéologique, qui est une statue du dieu Bès, le dieu égyptien. Et il va lui falloir tout le livre pour qu'il trouve, lui, l'endroit juste où il va déposer cette statue. Et quand il le fait, je ne veux pas trop en dire, mais quand il le fait à la fin, d'abord, ça permet de donner un sens à l'histoire qu'il a vécue avec Mariam. C'est comme s'il finalisait cette espèce d'échange. Mais c'est aussi et surtout, pour, de manière plus surplombante, une manière de... Voilà, cette statue-là du dieu Bès, il y aura au moins cette figure pour veiller sur les morts engloutis. Parce que le livre raconte ça aussi. Nos batailles dans nos livres d'histoire, ça tient souvent en une ligne. On se souvient du nom des généraux, des empereurs. Et puis derrière, il y a, vous avez dit, qu'à Nadi Bataille, il y a ces 40 000 morts, les 40 000 anonymes qui ont fait la bataille. Et ceux-là, on ne s'en souvient pas. Ceux-là, ils sont morts trop vite, fauchés, certainement des jeunes gens d'ailleurs. Le dieu Bès à la fin, le fait de trouver un endroit où le poser, c'est comme si du coup il allait être là pour que toutes les vies soient comptées. En tout cas, moi, c'est ce que je mets dans ce geste. Vous avez déjà attaqué la suite, pas la suite d'Écouter nos défaites, mais de votre travail, de votre œuvre. On peut savoir sur quel terrain d'opération vous activez en ce moment? Non, parce que j'ai pas le temps là. Écouter nos défaites est trop présent dans ma tête. Il va falloir que je le laisse partir un peu. Ouais. Ben oui, j'en parle tout le temps. Regardez, donc Grant est là, Hannibal aussi, et je sais que ça occulte votre vision de travail. Ça prend toute la place. Et pour penser au prochain roman, il faut que celui-là s'en aille. Donc dès le 1er janvier 2017. Pas sûr, parce que vu le succès, vous risquez d'en parler encore longtemps. Méfiez-vous de ça. Laurent Godet, Écoutez nos défaites, chez Actes Sud. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Pardon. Oh, je vous avais pas vu, je suis désolé. J'ai le micro, mais je n'ai pas encore la question. Pardon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut dire qu'il y a peut-être des guerres justes, mais qu'il n'y a pas de victoire innocente? Et est-ce que c'est pas ça la défaite aussi? Si, je vais essayer de répondre rapidement parce que je pense que je ne suis pas contre cette notion de guerre juste. Elle est compliquée à manipuler, mais je l'ai dit tout à l'heure, moi le curseur que je mets, c'est un des curseurs possibles. C'est la libération des peuples, c'est les guerres de résistance, ce sont des guerres justes. Donc le livre n'a pas du tout pour propos de renvoyer dos à dos toute forme de conflit en disant de toute manière c'est toujours des boucheries, ça n'a aucun sens. Il y a des guerres justes, bien sûr. Le problème c'est que même ces guerres-là emmènent l'homme dans des zones dont peut-être il ne reviendra pas. Et je repense à une phrase de René Char dans les cahiers d'hypnose que je vais mal citer parce que je ne la connais pas par cœur, mais qui dit en substance, en parlant des Allemands, je les déteste pour ce qu'ils nous ont forcés à devenir. C'est-à-dire cette question-là que, évidemment, le combat de René Char, qui dirait qu'il n'est pas juste? Il l'a été. Mais à un moment donné, pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient, les compagnons de lutte, j'allais dire presque peut-être, peu importe, c'est-à-dire qu'ils ont été amenés à aller dans des zones qui les ont abîmés en tant qu'hommes. Alors après, la question est de savoir, est-ce que c'est trop abîmé pour revenir ou est-ce que ça permet tout de même de revenir? Et ça, je pense que c'est commun à toute forme de conflit, effectivement.